Bonjour l'équipe de Shake Your City. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici pour le podcast spécial du festival Atmosphère. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et les actions qu'elle mène ? Alors l'association c'est Shake Your City, c'est une asso, donc on est étudiants, on est 3 en école d'ingénieur en agronomie à AgroParisTech et Gabriel est étudiant à Centrale Supélec. Et on est en année de césure et donc Shake Your City c'est une association de césure qu'on reprend pendant une année, pendant cette année de césure-là. Et du coup elle a été créée en 2016 et chaque année c'est des nouvelles générations d'étudiants qui la reprennent. Et il y a un peu 3 objectifs dans cette asso-là. La première, ça va être de faire un recensement d'initiatives environnementales et de les mettre en valeur. Donc on le fait via nos réseaux sociaux, donc Instagram, mais aussi sur notre site internet. Et le but, c'est que tout étudiant ou une personne lambda qui veut aussi s'engager pour l'environnement puisse avoir une plateforme pour trouver ces initiatives-là. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est on voulait vraiment s'engager nous-mêmes pour les initiatives qu'on a rencontrées. Et donc, quand c'est possible, sur place, on a travaillé avec eux. Et la troisième partie, c'est la sensibilisation du grand public. Et donc ça, on le fait tout le long de notre voyage via des réels qu'on a publiés sur les réseaux sociaux. Et après, à notre retour, on souhaite faire un documentaire et le projeter. Donc, voilà. Qu'est-ce qui, individuellement, vous a fait vous engager dans cette association ? Moi, j'ai choisi de faire une année de césure pour découvrir, et j'ai eu de la chance avec mon premier stage de césure de découvrir une voie professionnelle qui pouvait m'intéresser. Et avec Shake Your City, qui était donc ma deuxième partie de césure, j'ai vu l'opportunité de découvrir d'autres choses que simplement une voie professionnelle, des compétences humaines, des caractéristiques humaines. On a rencontré beaucoup de gens et donc cette découverte, elle s'est faite et j'ai appris beaucoup de choses sur le travail en équipe, comment gérer. Voilà, on a vécu tous ensemble, tous les 4 ensemble pendant 4 mois et demi et c'est quelque chose qui n'est pas inné. Donc ça, je suis content de l'avoir découvert. Et enfin, la dernière chose, la dernière raison pour laquelle je voulais venir, j'ai voulu rejoindre Shake Your City, c'était pour m'engager dans un projet avec un sens. Et vu que c'était un projet où on n'est que 4, on a chacun un impact, on est maître du projet. Et ça, je trouvais ça assez gratifiant. Et donc moi, pour ma part, on étudie à l'agro. Moi, c'est ma spécialité, enfin ma dominante, entre guillemets, c'est tout ce qui est en rapport avec les sciences environnementales. Et donc, moi, je voulais vraiment apporter un peu de concret à tout ce que j'avais pu apprendre en cours et aller sur le terrain. Et notamment, du coup, en Asie du Sud-Est, c'est une région qui est déjà touchée par tout ce qu'on apprend en cours. Et c'était l'opportunité de rencontrer des personnes qui étaient déjà confrontées à tous ces challenges et qui faisaient face dans plein de manières différentes. On pourra en parler. Mais du coup, c'était vraiment ce côté d'apporter un peu de concret à ce que j'avais pu voir en cours et de faire beaucoup de rencontres. Et notamment, ce qui m'attirait aussi, c'était la liberté qu'on a eue avec ce projet. C'est-à-dire qu'on avait tous des centres d'intérêt un peu différents ou des choses qui nous intéressaient plus. Et donc, c'était un bon mélange. Donc, on pouvait découvrir de par les intérêts des autres et de par ce qu'on voulait découvrir soi-même. Et ça, j'aimais bien le fait de découvrir plein de choses que je n'aurais pas forcément pris le temps de découvrir de par moi-même. Moi, c'était en partie pour remettre la thématique environnementale au centre un peu de mon intérêt, parce que via mes études, c'était un peu sur le côté. Donc déjà ça, vraiment le remettre au centre de mon intérêt et d'aller sur le terrain, voir concrètement comment c'est, qu'est-ce qui se passe. Pour nous, c'était en Asie du Sud-Est, mais le voir un peu de mes propres yeux, comprendre qu'est-ce qui se passe et quelles sont les solutions qu'il y a là-bas. Et que ça fasse un petit bout de chemin dans ma tête, que ce soit par toutes les rencontres qu'on fait et pour nous inspirer pour aussi plus tard. Et voilà. Du coup, oui, ce que les 3 vous avez pas dit, c'est qu'on en est rentré hier et aujourd'hui pour Gabriel. Donc c'est vraiment tout frais dans notre tête, on vient juste de rentrer. Du coup, l'idée pour moi de la césure, c'était vraiment
à la fois une expérience professionnelle, donc comme Gabriel qu'on a tous fait avant de partir en stage, et mon projet professionnel n'est pas très défini, mais la question environnementale, je pense, ne sera pas au centre de mon travail quand je travaillerai plus tard. Et du coup, ma sensibilité écologique étant grandissante, je voulais vraiment dédier une partie de ma césure à ça. Et Shake Your City, en particulier, c'était un projet qui nous paraissait idéal dans le sens où, comme Kaya l'a dit, on a eu beaucoup de liberté, on n'est que tous les 4. Et l'association, elle est assez large et elle nous permet de faire vraiment ce qu'on veut. Donc on a vraiment façonné le projet comme on voulait. Et du coup, ça nous a permis tous les 4, et je parle en mon nom, mais je pense que je peux parler au nom de tous les 4, de façonner comme on en avait envie. Et on a réussi tous les 4 à grandir c'était une opportunité de s'épanouir, de voir vraiment... On a rencontré des personnes tellement incroyables qui nous ont appris tellement de trucs, qui nous ont fait grandir. On les a chacun perçus différemment, mais ouais, c'était vraiment grandir. Et le côté environnemental a une énorme place dans le projet. Et il va prendre, je pense, une énorme place à la suite dans la préparation du documentaire, où on veut vraiment réussir à transmettre ce qu'on a appris pour avoir un impact sur le plus de gens possible, parce que ça a eu un gros impact sur nous. Est-ce que tu veux dire un mot aussi sur ton rôle dans le projet ? Bonjour, moi c'est Pierre-Etienne et je suis le monteur du coup pour la création du documentaire de Shake Your City. Et moi je suis pas parti avec l'équipe, j'ai suivi un peu leur aventure au travers des rushs qu'ils m'ont envoyés. Et rien que ça, même de ne pas être parti et de voir les rushs, les vidéos, ça a eu un petit impact, plus faible que eux je pense, mais déjà un petit impact sur la question écologique, tout ça. Donc je pense que le documentaire va être quelque chose d'essentiel, déjà à la compréhension de leur projet et sur l'impact que justement sur l'impact écologique. Et voilà. Petite question du coup en aparté, est-ce qu'il y a moyen que vous donniez des exemples ? Vous avez parlé des obstacles, des difficultés que rencontrait la région de l'Asie du Sud-Est, et en même temps des solutions ou des personnes qui se mobilisaient déjà pour faire face. Est-ce que vous avez des exemples à la fois de ces difficultés et des personnes que vous avez pu rencontrer ? Est-ce que vous pouvez nous en parler en avant-première en fait ? Oui, on peut. Alors, ce qu'on a beaucoup rencontré, ou ce dont on nous a beaucoup parlé, c'est donc l'augmentation des températures. Donc, on en parle beaucoup, que ce soit en France ou partout, mais c'est que ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on gagne des degrés à l'échelle de la planète, c'est une moyenne, et donc c'est pas forcément à Paris qu'on va gagner 1 degré ou 2 degrés, c'est à l'échelle de la planète, et donc certaines régions sont plus touchées que d'autres, évidemment. Et l'Asie du Sud-Est est une région qui est déjà fortement touchée. Et donc, de par nos rencontres, on a découvert que les températures augmentent très rapidement. Il y a aussi une instabilité au niveau de la saison des pluies qui rend l'agriculture difficile, même leur façon de vivre, parce qu'ils doivent s'adapter. La saison des pluies, c'est vraiment quelque chose j'ai l'impression qu'ils se préparent, parce que parfois, il y a des zones entières qui sont inondées, donc il y a beaucoup de maisons sur pilotis. Je pense que parfois, certaines personnes doivent déménager ou se relocaliser durant cette saison. Et donc, c'est quelque chose qui se prépare. Et donc, le fait que ce soit hyper instable et peu prévisible fait que, même au niveau de l'agriculture, ils ne peuvent plus s'assurer qu'à cette période, il sera temps de planter telle espèce où on est sûr que ça va marcher. Ils sont obligés maintenant de s'adapter en permanence. Et donc, c'est ce côté de s'adapter en permanence qui a fait qu'il y a beaucoup d'initiatives. Pas forcément sur ces sujets-là, c'est-à-dire c'est pas forcément des initiatives qui luttent directement contre ces problèmes-là, mais qui sont portées sur plein de sujets qui ont un lien. Donc tout est lié, c'est un peu ce qu'on a pu découvrir. Et donc les grands sujets qu'on a pu découvrir, c'est donc les déchets, beaucoup de sujets autour de comment gérer les déchets, comment recycler de manière utile, pour apporter une utilité à nos déchets par la suite. Donc on a vu par exemple, je ne sais pas à quel point il faut aller dans le détail, mais je veux dire qu'il y a beaucoup de plastique qui est généré dans le monde. Il y en a beaucoup qui est généré sur place, et il y en a aussi qui viennent d'ailleurs et qui sont importés dans ces pays. Et donc ils s'en servent pour générer par exemple des planches
un peu comme cette table, pour créer des structures, donc des toits ou alors carrément des huttes, des choses comme ça. Donc les déchets, c'était un réel problème. Ensuite, la déforestation, et donc la question de la reforestation, avec l'idée qu'une forêt primaire, c'est quelque chose de miraculeux, qui est qui est riche en biodiversité, qui sait s'autogérer, c'est quelque chose de magnifique. Et donc, quand on replante, il y a des façons de faire, et c'est pas forcément une question de juste planter n'importe quelle espèce dans des rangées, et ça va être quelque chose qui est utile, entre guillemets. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et j'oublie l'autre sujet. Il y a plusieurs projets autour de la sensibilisation aussi. On a vu pas mal la sensibilisation des enfants à travers des camps de vacances ou c'était beaucoup des camps de vacances ou des activités qui sont organisées autour de l'environnement. Aussi au niveau dans les universités, il y avait des programmes qui sont mis en place pour sensibiliser la population. Et même, ça, c'est un autre aspect. Même toutes les initiatives qui luttaient directement face à la crise écologique faisaient toutes en fait un peu de sensibilisation, quelle que soit leur méthode. Et pour rebondir, un autre sujet qu'on a pas mal vu, c'est le textile aussi, parce que l'Asie du Sud-Est, c'est un lieu central dans la production du textile, et c'est très très consommateur en ressources, et ça peut être très polluant. Et donc on a rencontré plusieurs personnes, plusieurs communautés qui essaient de fabriquer des vêtements de manière traditionnelle. Voilà. En termes de difficultés, ce qu'on a réalisé, on le savait un peu, mais on l'a vraiment réalisé en le voyant sur place, c'est que on est quand même dans un pays qui est beaucoup plus développé en France que tous les pays qu'on a traversés. Et du coup, on est beaucoup plus avancé sur la question d'écologie, on est beaucoup plus sensibilisé, même une personne lambda, entre guillemets, en France est beaucoup plus sensibilisée. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, on a vu tout ce plastique et ils en sont à un stade de développement où c'est moins leur préoccupation et c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est pour ça que là-bas, la sensibilisation joue un rôle clé dans le sens où les gens, c'est pas leur préoccupation pour l'instant de jeter leur plastique dans une poubelle parce que ils ont pas de poubelle, il faut qu'ils payent pour qu'il y ait un ramassage des poubelles, donc ils ont pas d'argent pour manger, donc ils vont pas payer le ramassage des poubelles et ils vont jeter par terre. Et en fait, c'est parce que je pense qu'ils réalisent pas encore les conséquences de leurs actes et du coup, la sensibilisation, ça joue un rôle très très important et on a vu que ça tenait à cœur beaucoup d'initiatives parce qu'ils savent que les gens savent pas et du coup il faut faire réaliser aux gens l'importance de leurs actes. Donc je pense qu'on a vraiment, moi personnellement je m'attendais pas à ce que on ressente une telle différence de sensibilisation entre la France et ces autres pays sur la question de l'écologie. Et je pense juste qu'on ne se rend pas compte du pouvoir de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on a rencontré un monsieur qui travaille donc, dans un camp et qui est très porté sur le sujet de la crise écologique, mais qui, lui, a appris le terme climate change de par un ami qui lui en a parlé brièvement un soir et il a fait des recherches. Ou alors, on a rencontré un monsieur qui s'appelait Drouv et qui, lui, juste sur Internet, a dit quels sont les problèmes auxquels on fait face et il a vu le terme climate change. Et en fait, comme on l'a dit, ça ressortait dans chaque initiative, c'est la nécessité de sensibiliser, que ce soit juste une personne, un enfant qui en parle à ses parents. Et en fait, ça peut se démultiplier en peu de temps et avoir un impact qui est intéressant. Du coup, moi, ma question suivante, c'était un peu le quotidien dans votre association, mais je vais peut-être la diviser en deux, cette question, parce que sinon, c'est... quel est le quotidien de votre association, disons, dans la préparation du voyage, donc tout ce qui est avant, et est-ce qu'il y a un quotidien lors de votre voyage ? La préparation du voyage, ça s'est fait un peu en plusieurs parties. D'abord, on s'est rencontrés tous les quatre. Donc au début, avec Emma, on a décidé de reprendre Shake Your City et on voulait être un groupe de 4, mixte. Donc petit à petit, on a recruté les garçons et ensuite on a affiné le projet. Parce que du coup, au début, le projet, c'était très flou et il y a vraiment une phase où il faut affiner le projet. Ensuite, il y a des phases où on commence à contacter des initiatives donc, avant de partir pour essayer de dessiner un trajet. Le trajet, au début, était très flou. C'était l'Asie du Sud-Est. Ensuite, il y a eu les pays. Et ensuite, on a sécurisé, entre guillemets, quelques initiatives avant de partir pour affiner un peu le trajet. Et ensuite, le reste des initiatives, ça se faisait sur place.
Après, il y a aussi une partie de recherche de l'argent. C'est ça qui nous a pris beaucoup plus le plus de temps. Parce que c'est quand même partir 5 mois, c'est un projet qui coûte cher et qu'on n'aurait pas pu s'autofinancer tout seul. Donc voilà, des appels à projets, contacter des entreprises, monter un crowdfunding, tout ça. Pas mal de communication sur les réseaux. Faire tout l'aspect communication et création de contenu. Oui, tout à fait, parce que la communication, c'est au cœur du projet. Pour promouvoir les initiatives, on a besoin d'une communication forte. Et du coup, il fallait initier la communication avant de partir. Et du coup, le quotidien pendant le voyage, chaque jour était différent. Ça a débuté avec du pain et du peanut butter. C'est ça. Il y avait des petites traditions. On est arrivé à Singapour d'abord. Et on a eu un quotidien qu'on n'a pas retrouvé, qu'on a retrouvé rarement finalement dans la suite du voyage. On se levait chaque matin et on allait pendant une semaine travailler avec la première initiative qu'on a rencontrée, Ocean Purpose Project. On les aidait sur leurs tâches, on était de la main-d'œuvre. Et en même temps, on menait nos interviews, on essayait de comprendre pour les promouvoir ensuite via nos vidéos et notre documentaire. Et ensuite, à chaque nouvelle initiative qu'on rencontrait, le quotidien changeait. Ou bien on avait peu de temps avec elle et on pouvait seulement essayer d'en apprendre un maximum sur elle, faire une interview et puis leur dire au revoir. Soit on avait un peu plus de temps, on pouvait s'investir à leur côté. Et enfin, il y a quelques jours quand même, pas mal de jours, où on a pris du temps pour nous, pour monter, pour écrire nos articles et pour visiter ces lieux incroyables par lesquels on est passé. Autre question, est-ce que vous avez eu dans votre parcours personnel un moment de déclic sur la question de l'écologie, ou alors est-ce que ça a toujours été une sorte de prise de conscience continue, ou est-ce qu'il y a eu un vrai moment de changement dans votre prise de conscience ? Moi, je parlerai pas trop de déclic. Je pense que dans notre école, on est très sensibilisés, puisque on est une école d'ingénieurs agronomes. École d'ingénieurs, déjà, on est sensibilisés, et du coup, en agronomie, avec ces sujets-là, encore plus. Du coup, c'est plutôt une prise de conscience progressive, après, qui est plus forte depuis que je suis arrivée en école, qui a commencé avant, parce que tout le monde est un petit peu sensibilisé. Et ça a pris une place, je pense que là, ça a une place assez importante dans ma vie, et le voyage lui donne une place encore plus importante. Mais il n'y a pas eu un jour où je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Mais c'est ça, c'est progressif. Ouais, moi, je pense que c'est assez similaire. C'est vraiment l'arrivée en école qui a accéléré la prise de conscience, parce que j'avais plus de temps aussi pour me pencher sur la question et essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'il y a à faire. Et on est bien entouré aussi au sein de l'école, avec nos copains, tout ça, et on en parle aussi beaucoup. Et en échangeant, on apprend plein de choses. Et du coup, c'est ça aussi qui a fait que je me suis dit, OK, il faut que je fasse un truc pendant ma césure en rapport avec ça, parce que c'est peut-être un des seuls moments où professionnellement, c'est pas vraiment professionnel, mais je pense que ça en fait partie, je pourrais vraiment m'engager là-dedans. Et du coup, pendant le projet, on a appris énormément de choses, et là, on revient encore plus inspiré et encore plus conscient de tous les problèmes qu'il y a, mais aussi il y a plein de solutions géniales qu'il faut promouvoir. Donc, je pense qu'on est encore plus sensibilisé maintenant. Et ouais, de la progressivité est réelle. Enfin, moi, de par mon intérêt pour un peu le monde du vivant, j'avais fait une licence en biologie, ensuite là je suis à l'agro. Et donc nous, je pense qu'on est hyper sensibilisés et moi en tout cas, je le perds un peu de vue. C'est-à-dire que avec mes amis, les gens que je rencontre, j'ai l'impression que c'est clair et qu'on est tous sur la même longueur d'onde, à savoir ce que c'est que le réchauffement climatique, à connaître tous ces termes un peu techniques. Nous, ça nous paraît évident. Et donc là, c'était au fur et à mesure de mes études, je me suis intéressé de plus en plus, au point où là, pour moi, c'est un plaisir que de bouquiner le soir. Là, en ce moment, je lis un truc qui s'appelle l'Atlas de l'Anthropocène, qui est donc un condensé de un peu tout ce qu'il y a à savoir sur les questions qu'on peut se poser. Je vous recommande vivement. Mais pour moi, c'est un réel plaisir que de bouquiner ça, et je suis pas sûr que c'est le soit pour tout le monde, mais du coup, je pense que mon intérêt a grandi de plus en plus. Et là où j'ai eu un déclic, c'était plus autour de comment je percevais le problème. Et je pense que ça, le déclic, c'est arrivé pendant le voyage
on peut être hyper optimiste par rapport à tout ça. Et en étant que en France, en lisant des récits, en écoutant des podcasts, des trucs, des machins, on peut vite tomber dans l'éco-anxiété ou alors, pas forcément à ce point-là, enfin il y a plusieurs degrés, mais je veux dire, on peut se dire « Ah, c'est too much, comment on va faire ?» et perdre un peu de vue le côté, on peut juste agir chacun à son échelle, avoir un peu de responsabilité personnelle et de mener des petites actions. Donc c'est ce qu'on a pu découvrir, nous, des gens qui mènent vraiment, ils savent qu'ils n'ont pas une grande, je sais pas comment dire, outreach, genre, enfin, c'est des petites actions, quoi. Et ça, ils le savent, mais ça ne leur empêche pas d'avoir un optimisme et de percevoir comme quelque chose de... Nous avons créé le problème, c'est pas comme si c'est une météorite qui arrive sur nous et on peut rien faire et on va tous mourir. On a généré ce problème et on a les moyens aussi d'y faire face, et juste, c'est par la sensibilisation et maître mot, et je sais pas, d'être optimiste. Et ça, ce déclic-là, je l'ai eu pendant le voyage. Et je suis content d'avoir eu ça et de pouvoir revenir étant hyper optimiste et en ayant appris des choses qui me serviront, je pense, pour la suite. Ce qui fait toujours bizarre, c'est quand on sort de notre bulle. Donc, par exemple, à l'école, on est dans notre bulle, on est tous plus ou assez sensibilisés. Et par exemple, jeter un mégot dans la rue, ça nous viendrait même pas à l'idée. Et parfois, on est dans la rue et on voit quelqu'un qui jette son mégot par terre. Et pour lui, c'est normal, alors que pour nous, ça ne serait jamais venu à l'idée. Et en fait, c'est ce qui fait très bizarre, c'est à chaque fois de sortir cette bulle. Pareil, là, on était dans notre bulle tous les 4. Et parfois, on voit un comportement qui, pour la personne, est normal et pour nous, est complètement aberrant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas le même niveau de sensibilisation et que, du coup, la sensibilisation joue une place hyper importante. Je pense qu'on a, ici, pas mal de personnes ont été sensibilisées, une sensibilisation qui s'est construite peu à peu, mais peu à peu avec des mini-déclics. À chaque fois, on lit une actualité à propos de la crise écologique et ça génère un mini-déclic. Quand on entend parler que la température peut augmenter de 2 à 4 degrés selon les situations, ça fait un petit déclic. Quand on entend parler d'espèces qui disparaissent, ça fait un déclic. Et donc petit à petit, notre sensibilisation aux questions écologiques augmente par ces petites actualités, ces petits déclics. Et là où je rejoins Kaya, c'est qu'avec le projet, on a eu plein de déclics d'espoir. On s'est dit, waouh, mais en fait, c'est faisable. Et notre objectif, c'est de propager ces déclics en promouvant les initiatives, en les mettant à la portée des gens via notre documentaire, via notre site. On veut propager ces déclics et faire en sorte que la sensibilité sur les solutions possibles à la crise écologique se construise aussi petit à petit via de petits déclics comme ceci. Comme elle a dit Gabrielle, c'est un peu ça, l'actualité est un mini déclic un peu tous les jours, mais qui malheureusement me fait un peu tomber dans l'éco-anxiété. J'avoue que c'est quelque chose qui m'angoisse énormément, la crise pas économique mais écologique. Mais après ça fait du bien aussi d'avoir des gens dans son entourage. Là je suis très heureux de faire le documentaire, de monter et de parler avec l'équipe chez Curiosity qui, comme tu dis, vous avez ramené un peu des déclics d'espoir et qui font que ok, tout n'est pas perdu et faut pas tomber dans l'éco-anxiété machin, mais la vie est un déclic un peu tous les jours. C'est intéressant ce que vous dites, ça fait un lien intéressant moi avec ma question suivante, parce que on entend souvent dire d'un côté la jeunesse ne fout plus rien, etc., et de l'autre il y a des récits un peu qui se concurrencent, qui est la jeunesse est vachement engagée sur les questions écologiques. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce que vous êtes plutôt du côté de la jeunesse se plaint et ne fait rien, ou du côté de non, en fait la jeunesse ils font pas mal de choses au niveau de l'écologie, ils sont mobilisés, et quelle que soit la réponse, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que c'est un peu comme dans chaque tranche, catégorie de population. On peut catégoriser les gens, faire des tranches, dire les jeunes, les vieux. C'est pareil partout. Il y en a qui sont très sensibilisés, il y en a qui ne le sont pas. Il n'y a pas plus de différence, je pense, chez les jeunes qu'ailleurs. Moi, j'aurais tendance à penser que les jeunes sont de plus en plus sensibilisés parce qu'on grandit avec ça et qu'on est jeune, donc notre cerveau, entre guillemets, et nos habitudes sont beaucoup plus façonnables que quelqu'un qui a 80 ans et qui a toujours fumé ou des choses comme ça. Mais après, encore une fois, c'est parce que je suis dans ma bulle et que parfois je sors de ma bulle et je vois des gens de mon âge qui font des choses et j'ai l'impression que c'est aberrant de le faire, alors que pour eux, c'est normal. Donc, je suis un peu partagée sur la question, mais j'aurais quand même tendance à dire qu'on est plus sensibilisé et j'ai envie de penser qu'on a plus envie de faire changer les choses.
Il y a la question de la sensibilisation. Je pense qu'effectivement, on peut parler d'une jeunesse qui est beaucoup plus sensibilisée à la question écologique que les tranches d'âge supérieures, tout de même. Mais après, donc, il y a la sensibilisation au problème et il y a est-ce qu'ils agissent. Et donc là, il y a 2 points. On voit pas mal d'associations quand même écologiques qui sont menées par des jeunes. Les jeunes sont sur le devant de la scène à chaque fois qu'il est question de la crise écologique et de trouver des solutions. Mais après, il y a aussi la question de comment on est plus responsable écologiquement parlant dans notre vie quotidienne. Et ça, quand on est jeune, on est progressiste sur les idées environnementales, etc. Mais on est aussi en galère d'argent. Et c'est pas toujours évident de concilier les valeurs écologiques avec les actions dans la vie quotidienne. Et donc ça, même s'il y a ce renouveau de la conscience écologique dans la jeunesse, il faut quand même qu'il y ait des actions menées par les tranches, par les générations aux commandes, les générations plus âgées, pour permettre à la jeunesse de mener des actions en cohérence avec leurs valeurs. Une des idées majeures du Festival Atmosphère, c'est cette notion selon laquelle, face à globalement l'inaction politique sur la question écologique, ou en tout cas la lenteur, il faut en passer par un changement de culture. Et la culture, c'est quelque chose qui, chaque siècle, chaque époque, est gouverné par des récits. Et du coup, l'idée, ce serait de faire changer les récits. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse de travail, si on veut ? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a quelques grands récits qui façonneraient notre société, notre époque, que vous identifiez et éventuellement qu'on pourrait remettre en cause ? Eh bien, un des grands récits on a évoqué tout à l'heure, c'était la façon de consommer. Donc c'est un classique. Mais je trouve que, en fait, on associe la suite et la décroissance à quelque chose de négatif. On va revenir à l'époque médiévale et tous se chauffer avec des feux de bois et vivre un peu dans un monde un peu sombre et sans plaisir. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir aussi. Notamment, on a découvert des communautés alternatives durant le voyage, dont une qui s'appelait Poon Poon Organic Farm. Et donc là, ils vivent tous ensemble, ils se répartissent toutes les tâches, ils sont pour beaucoup de choses autosuffisants. Et c'est une façon de vivre simplement, sans avoir un impact négatif, et qui est hyper cool. Enfin, ils étaient tous joyeux, tous se régaler dans ce qu'ils faisaient, et à aucun moment c'était une corvée que de vivre dans cette simplicité. Et je trouve que c'est ça qu'il faut un peu se rendre compte, c'est que on n'a pas forcément besoin de toutes les choses matérielles dont on pense avoir besoin ou qui nous apportent du plaisir un peu sur le court terme. On peut se contenter de moins de choses et avancer de manière plus simple, et ça peut être quelque chose de très beau et de très agréable. Et parler de se chauffer au bois et de manger des cailloux et de l'herbe, il y a quand même entre notre mode de vie actuel et le mode de vie de certaines personnes qui ont un consumérisme excessif et se chauffer au feu de bois et manger des cailloux et de l'herbe, il y a quand même beaucoup d'étapes et on n'est pas obligé de revenir à se chauffer au feu de bois pour diminuer notre consumérisme. Et comment est-ce que vous trouvez que votre association concurrence ce récit, par exemple, de la consommation, mais peut-être d'autres aussi, l'habitat, la façon dont on vit, la façon dont on vit ensemble, parce qu'au fond, on pourrait aussi dire que vivre dans une ville, c'est une forme de récit, comme si la ville était le parachèvement de tout. Là, tu parlais du coup d'une initiative qui est très différente, de personnes qui vivent très différemment. Comment est-ce que Shake Your City, concurrence, propose des alternatives à ces espèces de grands récits ? Tout simplement par le partage des récits de chaque personne qu'on a rencontrée ou chaque initiative qu'on a rencontrée. À chaque fois, ce qui est hyper beau et hyper marquant, c'est que ils sont hyper investis, passionnés et positifs dans tout ce qu'ils font. Ils voient un problème, ils se disent « Ok, j'ai pas beaucoup de moyens, mais si je m'investis, je peux faire quelque chose et je peux aider. » Et ils sont super positifs et investis, même si c'est difficile. Et du coup, c'était super beau à rencontrer et on a voulu partager ça. Et donc, que ce soit via tous les réels qu'on a fait sur Instagram ou après via le documentaire, en partageant chaque récit,
et au grand public. C'est ça qui peut inspirer les gens et faire changer et permettre la construction et d'un nouveau récit, ou en tout cas en faire partie. Parce que c'est plein de récits tous ensemble qui vont tous se rencontrer et en créer un nouveau et que ça va faire avancer les choses et faire changer les choses. Pour l'instant, notre partage, il est assez transparent. C'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout mis notre avis personnel dans notre partage pour l'instant via nos publications. Dans le documentaire, on le mettra peut-être un peu plus et puis on façonnera plus, donc ce sera plus ce que nous, on veut faire ressortir. Mais vraiment, là, ce qu'on a partagé des gens qu'on a rencontrés en Asie, c'est hyper transparent. C'est eux ce qu'ils avaient envie de dire à un Européen, c'est eux comment ils voient leur projet. Et ça laisse à tout le monde une opportunité de se faire une idée, de se faire convaincre par un et pas du tout par un autre, parce qu'on a vu des choses hyper différentes pour justement montrer qu'il y a un éventail tellement large de choses à faire que s'il y en a une qui nous plaît pas, on peut en prendre une autre et ce sera bien aussi, parce que ce sera juste une petite avancée. Moi, il y a 2 autres récits que je trouve qui gênent le développement d'une société un peu plus écologique. Le premier, c'est le récit de la réussite professionnelle. Et le deuxième, qui est très lié, c'est le récit de l'entreprise pour toujours plus de profit, qui veut toujours plus de profit. Et en fait, je trouve que les deux sont très liés, parce que dans les 2 cas, l'important, c'est de faire de l'argent. Les 2 récits, pour moi, ont des solutions différentes. Dans le cas des entreprises, dans le cas des groupes, le truc, c'est que l'entreprise a pour but de faire de l'argent, de faire du profit. Et donc, pour contrer ça, je ne suis pas sûr qu'il faille changer la société, on peut penser à différents types, à de nouveaux groupes. C'est d'ailleurs ce qu'on promeut, nous aussi, en montrant qu'il y a des organisations qui se créent, des actions communautaires. On peut sortir des entreprises classiques. Mais pour que les entreprises elles-mêmes soient plus responsables au niveau de l'environnement, il faut permettre de faire coïncider le profit avec la responsabilité écologique. Et donc là encore, c'est des mesures qu'il faut prendre, des taxes ou des subventions à prendre pour faire coïncider ce profit avec une responsabilité écologique. Et vis-à-vis de l'autre récit, à savoir la réussite professionnelle, je pense que là aussi, en promouvant des initiatives comme celles qu'on a rencontrées, on peut montrer aux gens que si c'est possible de mener une vie, d'avoir une carrière professionnelle qui est liée, dont le centre, dont le cœur est la responsabilité écologique, et de faire ça tout en étant heureux, parce que toutes les personnes qu'on a rencontrées, comme le dit Emma, sont passionnées et ont l'écologie au centre de leurs intérêts. C'est faisable à faire. Et le centre de la carrière professionnelle n'a pas à être l'argent ou la réussite professionnelle comme on l'entend d'habitude. Et juste pour revenir sur Shaker City, c'est aussi un peu cet esprit de communauté, de ce qu'on a pu voir. La responsabilité individuelle est importante, et mener des petites actions à son échelle, comme on le sent, c'est chouette. Les petits pas font les grands tours. Ça s'est ressenti beaucoup au cours du voyage. Mais aussi cette notion de on est toujours plus fort à plusieurs. Et donc, cette notion de communauté, c'est hyper intéressant de se rejoindre avec des personnes qui ont les mêmes idées, ou pas forcément, mais les mêmes envies en tout cas. Et Shaker City, c'est un peu ça, c'est créer un réseau de personnes qui ont les mêmes envies et qui ont cette envie de partager et de s'entraider. Donc ça peut être des opportunités de stage pour les étudiants venant de l'Europe, ou alors entre eux même. L'idée de base, c'était aussi que les initiatives puissent communiquer entre eux et s'échanger un peu leur vision, les défis auxquels ils font face, etc. Mais cette notion de communauté et de partage est hyper intéressante, et je trouve que c'est un peu ça qu'on aimerait prôner de par le projet. J'ai 2 petites questions avant ma dernière question. La première, d'où vient le nom Shaker City ? Il me semble que le projet, à la base des bases, c'était très porté sur la ville. Donc, des initiatives urbaines, ouais. Nous, c'est un peu partout. On ne s'est pas posé de limites, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne voulait pas faire. C'était pas se concentrer que sur la ville et ce qui se passait en ville. Mais quand elles ont créé le projet en 2016, c'était porté sur les initiatives urbaines. Et donc, c'est de là où vient le nom.
Deuxième petite question, l'an prochain, d'autres personnes vont reprendre l'association. Comment vous voyez la transition? Est-ce que vous allez quels conseils vous allez leur donner? Qu'est-ce que vous allez leur dire? L'association est déjà reprise. Enfin, en fait, il y a déjà... ouais, parce qu'on commence en fait à préparer 6 à 8 mois avant le début du voyage. Donc en fait, elles sont déjà parties dans la préparation de leur voyage. La transition, ça se fait... on les a déjà rencontrés... on était en Asie, donc on les a rencontrés virtuellement. Mais on a déjà commencé à échanger. Pour l'instant, c'est des conseils très pratico-pratiques de comment commencer à préparer le projet. Mais ouais, en fait, l'idée, nous, on aimerait vraiment échanger avec elles et vraiment réussir à leur partager beaucoup de notre expérience pour qu'elles en tirent tous les bénéfices et qu'elles arrivent à faire un projet aussi beau. C'est beaucoup dans l'accompagnement et si elles ont n'importe quelle question, on sera là et on va essayer de se rencontrer pour créer une plus grande équipe. C'est la communauté chez City. Voilà. Parce que dans l'idéal, on aimerait avoir un truc continu, une association continue où chacun est au courant du travail qui a été fait avant et donc on pourrait maintenir un site cohérent parce que là, il y a des initiatives qui ont été recensées il y a 6 ans mais on n'a pas de nouvelles de ces initiatives et c'est un peu dommage. Voilà, l'idée, ça serait d'avoir un truc continu et que chaque équipe soit au courant de toutes les initiatives qui sont sur le site ou quelque chose comme ça. Oui, ce côté-là intéressant aussi, c'est que de par ce réseau qu'on crée, enfin, bien sûr, une équipe va sur un continent différent chaque année, mais au fur et à mesure des années, les gens vont retourner dans des régions qui ont déjà été visitées. Et donc, c'est intéressant de pouvoir aller visiter les initiatives qui ont déjà été contactées. Donc, nous, on a pu le faire 2 fois, il me semble, ou une. Enfin, en tout cas, ça nous est arrivé. Et c'est quelque chose d'intéressant pour voir comment ils ont évolué, comment les problèmes auxquels ils font face évoluent et comment eux, ils s'y prennent. Et c'est ça aussi que je trouvais intéressant avec ce projet, c'est que c'est chouette de découvrir des nouvelles choses, mais c'est aussi intéressant de maintenir ce réseau et de voir comment il évolue. Trop bien. Du coup, ma dernière question, est-ce qu'il y a des personnalités ou des actions liées au monde de l'écologie qui vous inspirent? Chez Cure City. Du coup, moi, je partirais plus sur la présentation d'une personnalité pendant notre voyage qui, du coup, n'est connue de personne à part des gens qui ont vu nos vidéos. Mais par exemple, Dilip, c'est un homme qu'on a rencontré en Malaisie au début de notre voyage qui... il a été marquant dans le sens où sa cause n'est pas forcément celle qui me touche le plus personnellement. Il lutte, c'est tout à son honneur, c'est super. Hein. Il lutte contre la déforestation illégale, parce qu'il y a beaucoup de déforestation illégale en Malaisie. Et ce qui était très beau de voir, c'était son engagement qui était sans limite. C'est-à-dire qu'il pouvait... je pense qu'il aurait pu mourir pour lutter contre la déforestation illégale. Il pourrait vraiment se mettre sous les roues d'une voiture si ça pouvait empêcher une partie de la forêt d'être détruite. Et c'était hyper beau de voir vraiment son engagement. Et on a rencontré des collègues à lui qui étaient tout aussi engagés, mais qui l'admiraient, voilà, c'est ça. C'était vraiment de voir l'admiration des autres, de voir tout ce qu'il était capable de faire pour cette cause qui lui tenait à cœur plus que tout. Ouais, c'est-à-dire qu'il recevait des menaces de mort. En fait, c'est une région qui est très vallonnée, qui est connue pour les plantations de thé. Et donc, c'est très facile d'aller se mettre un peu caché et de déforester massivement la forêt primaire qui, avec les machines qu'on a actuellement, les forces sont démultipliées et en une demi-journée, on rase des hectares. Et donc, c'est pas forcément apercevable quand on regarde le paysage. Et lui, du coup, se charge d'aller explorer un peu la région qu'il connaît parce qu'il y est né, et de trouver ces fermes illégales pour y mettre fin. Et ensuite, de par ces techniques, les reforester d'une belle manière. Mais donc, il se confronte à des gens qui sont portés un peu sur l'argent et qui, du coup, vraiment veulent pas que leur activité cesse. Et du coup, c'est assez dangereux pour lui. Parfois, sa vie est menacée. Tout le monde était très inspirant, mais il y en a qui marquent plus que d'autres. Et voilà. Je pense que moi, en tout cas, comme j'ai pu le dire, au niveau de mon optimisme, etc., j'ai été beaucoup plus inspiré par les personnes qu'on rencontrait au cours du voyage. Dans la vie de tous les jours, ici en France, la preuve, j'ai du mal à trouver, donc je pense que je peux inspirer. Mais du coup, c'est ça qui a été génial, c'est de rencontrer toutes ces personnes qui ne sont pas connues et qui, on l'espère, on va leur apporter un peu de visibilité à notre échelle. Enfin, c'est à moindre échelle, mais c'est toujours ça et c'est vraiment ça, moi, qui m'a inspiré, c'est ces gens-là. En fait, je pense qu'en France, les personnalités, c'est très souvent relié à la politique et c'est un peu inévitable parce que
on dit de belles phrases, mais tout le monde est très inspirant. On n'est pas bête, on sait très bien qu'il faut qu'il y ait des énormes changements au niveau politique, et encore plus en Asie, pour que les choses bougent. Pour l'instant, ça ne se fait pas, ça viendra, on espère, plus tard. Et du coup, on se concentre sur le positif qu'il y a et les actions qui ont aussi de l'impact, mais pas autant que des actions globales. Et du coup, c'était bien ça aussi de voir, d'aller en Asie, parce qu'en Asie, ils font vraiment les trucs un peu de leur côté, en essayant de se faire grandir, mais on nous a beaucoup moins parlé de la politique. Et moi, j'ai trouvé ça cool de décorréler en fait, la question de l'écologie de la question de la politique, alors qu'en France, c'est intrinsèquement lié, et dès qu'on parle d'écologie, on en vient à parler de la politique. Mais surtout, ils parlent peu. Enfin, je veux dire, non, ils parlent. Mais ils parlent peu dans le sens, juste, ils agissent. Ils sont tellement dans des micro-sujets, des trucs très précis, très concrets dans leur région, mais c'est... je m'en fous d'en parler et que tout le monde sache que je fais ça et ils se disent « il est trop fort ». C'est juste, je le fais parce que ça me fait plaisir et ça me tient à cœur. Et c'est ça qui est inspirant. C'est des gens qui juste le font parce qu'il le faut et parce qu'ils le peuvent. Et ça sert à rien de lâcher des grandes phrases si on n'agit pas derrière. Et donc, c'est vraiment ça qui est inspirant. C'est de juste, peu importe le nombre de personnes qui savent ce que je fais, peu importe le regard des autres, je le fais et on verra ce que ça donne. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? On espère se revoir pour le festival l'année prochaine pour promouvoir notre documentaire. Ouais, et de ne pas hésiter du coup à aller voir ce qu'on a pu faire et pour les gens qui sont intéressés par ces sujets, donc le site, je suis toujours en train de le mettre à jour, mais sous peu de temps, il sera complet avec nos initiatives. Et si il y a des personnes qui veulent avoir un peu des chemins à suivre, des personnes qui peuvent les égayer, ils peuvent demander des stages ou alors aller faire du volontariat. Ils peuvent découvrir ce réseau et ouais, de rester positif. Il y a quelqu'un qu'on a rencontré au nom de Tanguy qui travaille au Cambodge, donc dans la conservation marine, et qui il a dit, moi, je sais pas, ça m'a parlé, c'est on peut passer des journées entières à lister tous les problèmes, tout ce qui ne va pas, mais il s'agit juste de prendre un sujet qui nous tient à cœur et de faire ce qu'on peut, de regarder comment nous on peut s'y prendre et juste de le faire. Et comme ça, on garde un peu ce positivisme, on est content de participer à résoudre ce problème, peu importe l'échelle, mais juste lister sans cesse ce qui ne va pas et de dire on a dépassé telle limite et il fait chaud, etc. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui fera changer rapidement les choses. Ouais, il nous disait vraiment que c'est très facile de s'apitoyer, mais ça prend du temps et ça servira à rien. Donc autant se dédier à essayer de changer un petit quelque chose. Ouais, let's go. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à ce podcast.